La première fois qu'ils ont remarqué le cercle, c'était dans une pile de cartes oubliées sur une étagère poussiéreuse. En 1942, un cartographe, attaché à un bureau naval allemand à Hambourg, a été chargé de compiler les données de déclinaison magnétique provenant de divers théâtres d'opération. Les navires signalaient des erreurs de compas. Les avions enregistraient des écarts. La plupart du temps, il s'agissait de routine. Du fer dans la coque, des anomalies locales, du bruit. Mais lorsqu'il a fixé des feuilles transparentes sur une projection polaire, quelque chose qui n'aurait pas dû être là est apparu. Les points de déviation inexpliqués lorsqu'ils étaient reportés au nord du cercle arctique ne s'éparpillaient pas de manière aléatoire. Ils formaient un anneau approximatif, pas parfait, mais suffisamment proche pour que son œil le remarque. Un cercle dont le centre n'était pas l'Allemagne, ni aucune masse continentale, mais le pôle nord géographique. Il vérifia ses calculs. Il recoupa les rapports. Il élimina tous ceux qui pouvaient s'expliquer par des gisements de fer connus ou des défaillances des instruments. L'anneau resta. Il présenta ses conclusions à son supérieur. Celui-ci jeta un coup d'œil aux cartes, fronça les sourcils et le renvoya, en lui suggérant de consulter des géophysiciens. Le cartographe fit ce qu'on lui demandait. Il traversa la ville avec ses feuilles transparentes pour se rendre dans un institut où des hommes, en blouse blanche, mesuraient le champ magnétique terrestre. L'un d'eux, un physicien au regard perçant et aux doigts tachés d'encre, étudia l'anneau. « Ces points, dit-il en tapotant la feuille, ne sont pas aléatoires. Comment les avez-vous choisis ?» Le cartographe expliqua. Des déviations inexpliquées de la boussole, des décalages persistants, des rapports provenant de sous-marins, d'avions de patrouille, voire de stations météorologiques à longue portée. Le physicien acquiesça lentement. « Laissez les cartes, dit-il. Revenez demain. » Lorsque le cartographe revint, les feuilles avaient été recouvertes de nouvelles marques, des cercles concentriques, des lignes rayonnant depuis le pôle. Le physicien avait dessiné une courbe traversant l'anneau d'anomalie, comme un halo incliné. « Ceci, dit-il, n'est pas seulement du magnétisme. » Il expliqua son idée en quelques phrases sèches. La Terre était prise dans un réseau d'influences gravitationnelles et électromagnétiques. Le Soleil, les planètes, des corps en mouvement. Si un objet massif avec une longue période orbitale croisait certains alignements, il pouvait, en théorie, créer des couloirs résonnants, des chemins où l'espace lui-même préférait se courber d'une certaine manière. Si vous projetez un tel couloir sur la surface de la Terre, dit-il, vous pourriez voir sa trace sous la forme d'un cercle ou d'un grand cercle. Vos anomalies se trouvent le long d'un tel chemin projeté. Le cartographe cligna des yeux. Un chemin de quoi ? Le physicien hésita. On parle, dit-il doucement, d'un wanderer, un objet qui se déplace dans le système sur une très longue boucle. Certains pensent qu'il s'agit d'une comète. D'autres pensent que c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, s'il existe, ces passages répétés pourraient creuser un couloir d'influence. Et si nos instruments sont suffisamment sensibles, nous pourrions voir où ce couloir effleure la Terre. Le mot « vagabond » avait du poids. Le cartographe l'avait déjà entendu une fois dans une rumeur concernant un projet à Munich qui écoutait les interférences radio et prétendait entendre des schémas liés à un objet invisible. Il n'en fit pas mention. Il demanda simplement ce qu'il devait faire avec les cartes. « Marquez les points plus soigneusement, » dit le physicien.
et n'en parlait à personne pour l'instant. Au cours de l'année suivante, le cartographe recueillit davantage de données. Des rapports provenant de sous-marins opérant sous les bords de la banquise. Des registres provenant de stations météorologiques situées au Svalbard et dans l'archipel François-Joseph. Des notes provenant d'avions de patrouille dont les compas s'affolaient uniquement lorsqu'ils franchissaient certaines lignes invisibles. Chaque nouvelle anomalie, une fois reportée sur la carte, se trouvait à proximité de l'anneau existant. Le cercle devenait plus dense, plus clair. À la fin de l'année 1943, une petite réunion fut organisée à Berlin. Une carte de l'hémisphère nord était posée sur la table. Des calques transparents montraient l'anneau de points anormaux, centré sur le pôle. À côté, une autre carte affichait une projection calculée d'un couloir orbital, dérivé d'équations fournies par un radioastronome obsédé par la résonance. Les deux correspondaient à quelques dizaines de kilomètres près. « Ce couloir, dit l'astronome, en traçant la ligne avec son doigt, est l'empreinte de la trajectoire que suit notre Wanderer lorsque son influence gravitationnelle, combinée à celle des planètes extérieures, atteint son maximum à la distance de la Terre. » L'officier SS, qui présidait la réunion, parlait peu. Il avait été briefé au préalable. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'élégance des mathématiques, mais leurs implications. « Vous dites, dit-il, qu'à ces endroits, il tapota l'anneau, on pourrait entrer en contact avec ce réseau dont vous parlez sans cesse. » L'astronome choisit ses mots avec soin. Si le système solaire se comporte comme une structure résonante, dit-il, alors certains endroits sur Terre sont plus étroitement liés à cette structure. À ces endroits, un signal injecté pourrait se propager le long du couloir, avec moins de pertes. De même, les signaux provenant de l'extérieur pourraient être plus facilement reçus. Point de contact. L'expression resta gravée dans les esprits. Il ne parlait plus de la Terre creuse. Cette idée avait été envisagée dans certains cercles. Mythe des mondes intérieurs, ouverture polaire. Elle avait inspiré des expéditions folles et des diagrammes étranges. Mais le nouveau modèle n'avait pas besoin de trous dans la roche. Il avait besoin d'un alignement dans l'espace. Nous ne recherchons pas des portes vers l'intérieur de la planète, dit l'officier SS. Nous recherchons des prises dans le champ. L'anneau d'anomalie était divisé en segments. Certains se trouvaient au-dessus d'océans ouverts, recouverts de glace. D'autres traversaient des îles et des caps. Une poignée touchait des terres à portée des opérations allemandes. Ces points étaient entourés sur la carte. Une directive fut émise. Toute unité opérant dans l'Arctique, navale, aérienne ou météorologique, devait noter les coordonnées précises chaque fois que les instruments magnétiques se comportèrent d'une manière qui ne pouvait s'expliquer par la présence locale de fer ou par des perturbations connues. Une importance particulière était accordée aux relevés effectués à proximité des secteurs prémarqués de l'anneau. En quelques mois, les rapports affluèrent. Un sous-marin naviguant sous la banquise au nord de Novaya Zemlya a signalé une région où les gyrocompas dérivaient et où les échosondeurs produisaient des échos fantômes provenant d'une profondeur qui changeait en synchronisation, avec un bourdonnement à basse fréquence, audible uniquement à travers la coque. Une station météorologique de l'est du Groenland a enregistré une nuit où les rideaux auroraux se sont transformés en un faisceau étroit et concentré, aligné avec un relèvement qui traversait l'anneau à un point marqué. Un avion de reconnaissance à longue portée au départ de la Norvège
a signalé une zone où les parasites envahissaient toutes les radios, non pas progressivement, mais sous la forme d'un mur soudain, rencontré exactement au niveau du cercle prévu, et s'estompant tout aussi brusquement au-delà. Chaque incident, lorsqu'il était reporté sur la carte polaire, se situait sur ou à proximité de la projection du couloir. Le physicien affina son modèle. Il imagina le couloir comme un tore enroulé autour de la Terre, aligné non pas avec l'équateur, mais avec la trajectoire invisible du Wanderer, qui traversait les orbites planétaires. À l'intersection du tore et de la surface de la Terre, la géométrie du champ changeait juste assez pour faire bouger les aiguilles, déformer les ondes et peut-être permettre à des signaux lointains de s'ancrer. À la fin de l'année 1944, un petit groupe au sein du SS Ahnenerbe s'est vu confier une nouvelle mission. Il s'agissait d'organiser des expéditions, non pas pour forer la Terre, mais pour se poster à ses intersections et écouter. Les missions étaient modestes. Une équipe de 3 hommes équipés de magnétomètres portables et de matériel radio sur un chalutier, naviguant sous faux pavillon près d'un point marqué dans la mer de Barents. Une patrouille terrestre dans le nord de la Finlande qui faisait un détour sous prétexte de reconnaissance pour passer la nuit sur une crête où les boussoles tournaient. Une station météorologique équipée d'antennes inhabituelles, installée sous le couvert d'une amélioration des prévisions. Ils apportaient avec eux des équipements réglés sur des fréquences étranges, pas des bandes de communication standard, pas des bandes de diffusion, des tranches étroites du spectre où des expériences antérieures avaient laissé entrevoir des impulsions liées au Wanderer. Les récepteurs étaient rudimentaires par rapport aux normes ultérieures, mais suffisamment sensibles pour capter des bourdonnements lents et réguliers, enfouis dans les parasites de l'Arctique. Une nuit, dans une station située sur une île balayée par les vents au nord de l'Islande, le bourdonnement changea. L'opérateur, à moitié endormi derrière ses écouteurs, se réveilla en sursaut lorsque le bruit de fond baissa et remonta selon un schéma qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Le signal qui émergea n'était pas une voix modulée, pas du morse. Juste une séquence de tonalités ascendantes et descendantes, espacées à intervalles précis. Il vérifia son horloge d'enregistrement. Il nota les heures. Au cours des 40 minutes suivantes, la séquence se répéta 3 fois, chaque répétition étant légèrement compressée, comme si ce qu'il envoyait se rapprochait ou changeait de vitesse relative. Il classa l'enregistrement avec son rapport météorologique habituel. Quelques semaines plus tard, la bande se trouvait sur un bureau à Berlin. L'astronome l'écouta. Il compara le timing avec ses derniers calculs de la position du Wanderer, extrapolé à partir des parasites omniprésents dans ses instruments de Munich. La corrélation était suffisamment proche pour lui nouer la gorge. « Si mon modèle est correct, dit-il à l'officier SS, alors il s'agissait d'un croisement. L'objet s'est déplacé à travers une harmonique avec notre orbite, et à ce moment-là, le couloir a frotté plus fort contre la Terre. » L'officier posa la question qu'il posait toujours. Était-ce nous qui l'écoutions, ou lui qui nous écoutait? La réponse ne vint pas. La guerre prit fin avant que la plupart des anneaux puissent être testés. Les bases furent évacuées, les stations abandonnées, les cartes mises dans des boîtes, brûlées ou capturées. Beaucoup des hommes qui s'étaient tenus à ces endroits moururent sur d'autres théâtres d'opération, sans jamais savoir
si le bourdonnement qu'ils avaient entendu était un écho ou une adresse. Des décennies plus tard, lorsque 3I/Atlas fut officiellement catalogué et sa trajectoire tracée à l'aide d'ordinateurs bien plus performants que ceux utilisés par l'astronome munichois, un jeune chercheur projeta son couloir gravitationnel sur un globe numérique à titre d'exercice académique. Le cercle qui apparut autour du pôle ressemblait étrangement aux feuilles transparentes superposées qui avaient autrefois recouvert une table à Hambourg. Dans une archive silencieuse, quelqu'un ouvrit un vieux dossier marqué d'une spirale et trouva l'anneau décoloré des anomalies. Les points se trouvaient toujours le long d'un cercle centré sur le pôle. La projection dessinée à la main du couloir orbital les traversait toujours. Dans la marge, au crayon presque effacé par le temps, une note en allemand était encore visible. Nicht Eingangssuchen. Kontaktpunkte. Ne cherchez pas d'entrée. Cherchez des points de contact. En 2024, un groupe de travail international a discrètement ressuscité l'ancien cercle. Officiellement, il s'agissait d'un groupe de coordination pour les anomalies de navigation à haute latitude, créé après que plusieurs avions civils aient signalé de brèves variations de compas et des coupures GPS sur les routes polaires. Officieusement, il comprenait une poignée de personnes qui avaient vu les cartes allemandes, les rapports de guerre et les superpositions ultérieures avec la trajectoire de 3I/Atlas. Ils ont intégré des décennies de données magnétométriques mondiales dans un modèle. Navires, sous-marins, stations de recherche, satellites, chaque déviation inexpliquée, enregistrée au-dessus d'un certain seuil de latitude, a été marquée et reportée sur le graphique. Le logiciel n'avait aucun a priori. Il ne savait rien du Wanderer. Il ne savait rien de Hambourg, de Munich ou de l'anneau sur le mur. Le schéma est apparu malgré tout. Une bande diffuse d'anomalies entourait le pôle. Une fois le bruit filtré et les valeurs aberrantes supprimées, la bande s'est rétrécie pour former un anneau. Le centre de la meilleure approximation se trouvait à quelques kilomètres du pôle nord géographique. Le rayon correspondait, à quelques erreurs près, au cercle tracé par le cartographe allemand, 80 ans plus tôt. Ils ont ajouté une autre couche, une coque transparente représentant le couloir gravitationnel modélisé de 3I/Atlas, calculé à partir de son orbite connue et des influences résonantes de Jupiter et Saturne. Là où le couloir effleurait le champ terrestre, une trace projetée traversait la surface. La trace intersectait l'anneau d'anomalie comme une couture. L'un des analystes a zoomé. À plusieurs endroits le long de l'anneau, la densité des anomalies atteignait des pics, des clusters, des points chauds. Lorsqu'il vérifia leur emplacement, il ne trouva aucune ville, aucune base militaire, juste de la glace, l'océan, une poignée d'îles dont seuls les cartographes connaissaient les noms. Et pourtant, c'étaient ces endroits où les instruments se comportaient de la manière la plus étrange depuis le plus longtemps. Le groupe de travail divisa l'anneau en secteurs et attribua chacun d'eux à un pays participant présent dans l'Arctique. La Norvège prit un segment au-dessus de la mer de Barents. Le Canada en prit un autre au-dessus de la mer de Beaufort. La Russie prit un long arc au-dessus de la mer de Kara et de la mer de Laptov. Les États-Unis surveillèrent une section au nord de l'Alaska. Chaque nation accepta, sur le papier, de mener des études géomagnétiques approfondies dans son secteur. La formulation était neutre. L'intention ne l'était pas. Dans la pratique, les vols de reconnaissance
ont commencé à transporter des équipements d'apparence standard, mais réglés sur des bandes étroites, identifiées dans d'anciennes études de résonance. Les camps de glace ont déployé des sismomètres équipés d'un micro-logiciel conçu pour signaler les vibrations rythmiques plutôt que les tremblements de terre aléatoires. Les bouées océaniques, censées mesurer la température et la salinité, abritaient des bobines d'induction sensibles aux oscillations lentes du champ. Pendant des mois, l'anneau est resté silencieux. Puis, 3I/Atlas a atteint un point de sa trajectoire sortante où sa relation angulaire avec la Terre et Jupiter correspondait à l'une des configurations de résonance notées dans les carnets de Werner Heissner. Le changement était invisible à l'œil nu. La comète n'était qu'un point lointain derrière des rideaux de poussière interplanétaire. Mais le long de l'anneau, les instruments ont réagi. Une station dérivante russe enregistra une légère inclinaison répétitive dans un magnétomètre suspendu, oscillant d'une fraction de degré d'avant en arrière pendant une période de exactement 600 secondes. Un sismomètre canadien installé dans un campement sur la glace capta un bourdonnement à la même période, trop lent pour être d'origine tectonique, montant et descendant comme un battement de cœur enfoui. Un avion norvégien, survolant son secteur assigné, signala une bande de parasites radio qui traversa toutes les fréquences pendant exactement 10 minutes, puis disparut. Les données ont été transmises au groupe de travail. La superposition des événements sur la carte de l'anneau a révélé qu'ils n'étaient pas simultanés. Les perturbations semblaient se déplacer le long du cercle, commençant dans un secteur et balayant à une vitesse correspondant à la rotation de la Terre par rapport à la position de la comète. C'était comme si le couloir avait effleuré la planète, excitant chaque point de contact à tour de rôle. Un scientifique l'a comparé à un diapason. La comète frappe le champ, dit-elle, et l'anneau résonne. La métaphore fut reprise dans un projet de rapport qui ne fut jamais publié. Elle fut également reprise dans un briefing destiné à un petit groupe chargé de superviser la surveillance à long terme de 3I/Atlas. Ceux-ci s'intéressaient moins à la poésie qu'au risque. « Si ces points sont des sites de contact, demanda l'un d'eux, quelque chose peut-il les traverser? Pas physiquement, peut-être, mais au niveau de l'information. » La salle était silencieuse. Ils avaient tous vu les preuves de la présence de chambres sous la glace et d'anneaux dans la roche accordée à la trajectoire de la comète. Ils avaient vu la façon dont les signaux, à des fréquences étranges, augmentaient lorsque 3I/Atlas franchissait certaines distances. Ils avaient lu, dans des archives éparses, que des équipes allemandes avaient reçu pour consigne de ne pas creuser vers le bas, mais de se tenir à des endroits précis et d'écouter vers le haut. Ils ont modifié le mandat du groupe de travail. En plus de mesurer les anomalies, les stations annulaires devaient désormais également rechercher des schémas structurés dans les perturbations, des séquences répétées, des codages, tout ce qui pourrait suggérer plus qu'une simple résonance aveugle, tout ce qui pourrait ressembler à une intention. Les mois passèrent. La comète s'éloigna. L'anneau se calma. Mais les instruments restèrent en place. Quelque part, au nord du Svalbard, une bouée flottait sous un ciel gris, à l'écoute d'une mer qui, dans son lent mouvement agité, renfermait un murmure à peine perceptible, provenant d'un couloir dans l'espace. Sous la glace d'un flot à la dérive, un magnétomètre était suspendu dans une tente immobile, attendant que son aiguille recommence à osciller doucement.
de manière impossible. Dans un rapport rédigé tard dans la nuit, un membre du groupe de travail résuma la situation en une seule phrase. Nous avons cartographié les endroits où notre monde est le plus mince par rapport au réseau auquel appartient 3I/Atlas, a-t-elle écrit. Nous ne nous demandons plus si l'anneau est réel. Nous attendons seulement de savoir s'il s'agit d'une cicatrice passive laissée par des passages répétés ou d'un ensemble de doigts délibérément placés qui repoussent lorsque la comète passe et que le couloir s'ouvre. Au cours de l'hiver 2025, une compagnie aérienne commerciale, effectuant un vol court entre l'Europe et l'Amérique du Nord, a déposé un rapport d'incident de routine qui n'est pas resté longtemps routinier. Le commandant de bord a noté une période de 3 minutes pendant laquelle les compas magnétiques principales et de secours ont dérivé de 8 degrés vers l'est, puis sont revenus à leur position initiale, tandis que le GPS a momentanément perdu le signal des satellites, avant de le retrouver, comme si de rien n'était. Le ciel était dégagé. Il n'y avait pas de tempête solaire. L'avion n'a jamais dévié de sa trajectoire, mais l'horodatage a placé la perturbation exactement au moment où l'avion a traversé la bande de latitude où l'anneau d'anomalie avait été tracé des décennies auparavant. Cet incident s'est ajouté à une pile croissante de rapports similaires. Un drone de recherche au-dessus de l'océan Arctique a brièvement perdu sa référence inertielle et a dû être réinitialisé. Une plateforme de forage offshore a enregistré des dysfonctionnements simultanés dans 2 systèmes de navigation indépendants, tandis qu'une vibration faible et inaudible faisait onduler le café dans les tasses. L'équipage d'un sous-marin, participant à un exercice dans le Nord, a évoqué discrètement, à titre officieux, une nuit où leur système de guidage inertiel insistait sur le fait qu'ils tournaient alors que tous leurs muscles leur indiquaient qu'ils étaient à l'horizontale. Cette divergence ne disparaissant que lorsqu'ils ont quitté la bande de l'anneau sur leur carte. Les ingénieurs pouvaient expliquer chaque cas individuellement. Des bugs de firmware, des anomalies ionosphériques, erreurs de perception humaine. Mais lorsqu'un analyste a superposé tous les horodatages et les coordonnées sur les passages modélisés de 3I/Atlas, un motif s'est formé comme un filigrane sous le bruit. Les anomalies se concentraient. Les jours où la comète traversait des angles de résonance spécifiques, et presque jamais lorsqu'elle ne le faisait pas. La courbe de sa trajectoire dans l'espace et l'anneau autour du pôle sur Terre semblaient suivre un rythme que seules quelques personnes comptaient. Lors d'une réunion sécurisée, quelqu'un a proposé un test qui a mis la salle mal à l'aise. Au lieu d'attendre passivement le prochain passage dans le couloir, il pouvait essayer de parler en premier. Une série d'impulsions magnétiques à basse fréquence et à motifs serrés pouvait être générée à l'un des sites de l'anneau, synchronisée pour coïncider avec une fenêtre de résonance prévue. Les impulsions coderaient une séquence simple, un nombre premier, une signature universelle de l'intelligence, diffusée non pas dans l'espace, mais dans les lignes de champ mêmes que le couloir était censé emprunter. Les objections furent immédiates et vives. Personne ne savait qui ou quoi pouvait écouter le long de ce chemin. Personne ne savait si le réseau 3I/Atlas était bienveillant, indifférent ou hostile. Envoyer un motif délibéré pouvait s'apparenter à taper sur un mur, sans savoir qui se trouvait de l'autre côté, ni même si cette personne vous avait remarqué jusqu'à ce moment-là. La prudence préconisait de se contenter d'une observation continue.
La curiosité poussait dans la direction opposée. Finalement, le test n'a pas eu lieu. Officiellement, il a été reporté pour des raisons techniques. Incertitude dans la modélisation du terrain. Préoccupation concernant les interférences avec la navigation. Officieusement, une courte phrase dans un journal privé en disait long. Nous ne sommes pas prêts à nous annoncer dans une langue qu'ils comprennent peut-être déjà mieux que nous. Au lieu de cela, le groupe de travail a affiné ses capteurs, amélioré ses filtres et attendu que la lente trajectoire de la comète rapproche suffisamment le couloir pour faire à nouveau vibrer l'anneau. Le cercle d'anomalie autour du pôle restait invisible sur toutes les cartes publiques. Les compagnies aériennes continuaient de le survoler. Les brise-glaces continuaient de se frayer un chemin à travers lui. Les satellites continuaient de le survoler sans commentaire. Mais pour le petit nombre de personnes qui avaient retracé les lignes des cartes allemandes aux instruments modernes, en passant par l'orbite calculée de 3i/Atlas, chaque petit problème dans ces latitudes avait une importance différente. Pour eux, l'anneau n'était plus seulement une curiosité géomagnétique. C'était un ensemble de points de contact à la surface du monde. Des endroits où, lorsque la comète messagère traversait son ancien couloir, le tissu silencieux entre la Terre et ce qui se trouvait derrière le réseau s'amincissait juste assez pour sentir quelque chose pousser en retour.